Donc oui, j'ai aucun conflit d'intérêt avec ce travail. Donc je structurerai mon topo avec le plan suivant. Donc un état des lieux, ensuite un essai d'explication physiopathologique, mais vous verrez que c'est pas simple. Un petit focus si on a le temps sur la quinoréine, et puis ensuite les approches thérapeutiques, pharmaco ou non pharmaco. Donc tout d'abord, l'état des lieux. Alors vous n'êtes pas sans savoir que c'est un symptôme, la fatigue, quand même très répandu dans la population générale, mais également chez nos patients, qui est banal et universel, connu de tous les humains sur cette terre. On considère qu'elle est pathologique au-delà de 6 mois, et vous en voyez sûrement comme nous beaucoup en consultation. Cette fatigue, elle peut être secondaire également à beaucoup de maladies chroniques, y compris les plus fréquentes, hein. Vous verrez la liste là, diabète, insuffisance cardiaque, etc. C'est aussi un symptôme très fréquent chez nos patients, lupus, Sjögren, sclérodermie, myosite et la plupart des maladies auto-immunes finalement. Et puis à Angers, il y a aussi un tropisme métabolique, et on sait que la fatigue, elle est également présente dans les pathologies, les erreurs innées du métabolisme, et notamment du métabolisme énergétique. Et en fait, ce qui est un peu troublant, c'est que les fatigues se ressemblent un petit peu, ce qui nous a amené à réfléchir à cette problématique. Et puis, il y a un concept qui est apparu depuis à très nombreuses années, en fait, le syndrome de fatigue chronique, qui peut avoir plusieurs noms, et qui, en fait, est constitué d'une fatigue un petit peu symptôme et maladie même, hein, et qui peut être très invalidante. Alors, un petit mot d'histoire. En fait, cette fatigue, elle est finalement décrite depuis très très longtemps, puisque même les premiers écrits du Moyen Âge parlaient de cette fatigue, qui était d'ailleurs plutôt honorée. Un chevalier qui revenait fatigué de la guerre, c'était quelque chose de très positif. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que cette fatigue, elle concernait aussi la plèbe, on va dire, et notamment avec une notion de comment on peut faire travailler plus la population. Et donc, après, il est arrivé à notre époque sur la notion de stress, de burn-out, etc. Donc, dans une société qui effectivement met beaucoup de pression sur le travail, hein, et qui engendre cette fatigue de façon très importante. Alors, dans les maladies auto-immunes, rapidement, la prévalence des fatigues est très importante. Donc là, j'ai cité trois maladies, lupus, sclérodermie, Sjögren. C'est surtout un sujet dans le Sjögren, hein, avec l'étude de Divy Cornec, notamment sur 120 patients qui citaient la fatigue comme les trois premiers symptômes invalidants dans la maladie, euh, douleur et la sécheresse. Dans une autre étude, cette fatigue semblait assez stable et peu sensible au traitement. Et puis dans le lupus, effectivement, également un impact sur le physique et le psychique, hein, de cette fatigue. Dans la sclérodermie, un sujet un petit peu moins peut-être courant, on s'aperçoit que finalement, les trois quarts des patients dans cette cohorte-là de Sandusky parlent de fatigue. Donc toujours parmi les trois symptômes les plus invalidants. Et puis dans nos maladies héréditaires du métabolisme, effectivement, on a ce symptôme-là également, surtout présent et logique, on va dire, dans les maladies du métabolisme énergétique, et notamment les maladies mitochondriales, puisque la mitochondrie, pour résumer, c'est l'énergie de la cellule. Et on s'aperçoit que ces gens-là ont une fatigabilité, et notamment une fatigabilité musculaire. Mais finalement, on a un aspect aussi maladie chronique, hein. On s'aperçoit que dans des maladies qui n'ont pas de composante énergétique, on a aussi une fatigue très présente, notamment la phénylcétonurie. Et donc, ce syndrome de fatigue chronique, en deux mots, c'est quoi? C'est des gens qui ont une fatigue très importante, une prévalence qui est très, très variable en fonction des études et des critères, une fatigue qui peut être extrêmement durable et peu sensible au traitement, avec un impact important dans la vie quotidienne. On verra qu'il y a une notion de trouble fonctionnel, hein, finalement, dans cette fatigue, mais avec quand même cette notion qu'il y a un risque de suicide qui est pas négligeable dans un certain nombre de fatigues chroniques. Donc voilà, une nécessité quand même de prendre en compte ce syndrome. Alors, comment ça marche? Honnêtement, ça va être difficile de vous expliquer en si peu de temps, mais globalement, les hypothèses partent au départ de la notion de fatigue post-infectieuse, qu'on connaît bien, notamment après la mononucléose infectieuse, mais avec des modèles animaux qui, finalement, vont dans ce sens-là, avec, dans ces modèles animaux, une sécrétion de cytokines qui va être plus ou moins durable, et qui va être corrélé, on va dire, ou associé à des changements comportementaux qui s'apparentent à la fatigue chez le modèle animal. Et puis la fatigue post-virale, c'est une description très ancienne, hein, à peu près un siècle, hein, avec donc d'abord, enfin, notamment l'EBV, où ça a été beaucoup travaillé,
avec une fatigue qui était corrélée à la CRP dans cette étude de Fevang. Et puis, décrit également dans le parvovirus B19. Et puis, alors récemment, bien sûr, le Covid. Alors, le syndrome post-Covid, c'était un syndrome qui était très polymorphe, hein. J'ai dit c'était parce que peut-être que voilà, on commence à revenir un petit peu là-dessus. Il y avait beaucoup de dyspnée, beaucoup de douleurs, mais la fatigue était également très importante. Et finalement, on s'aperçoit que ces patients ressemblent beaucoup à des syndromes de fatigue chronique en pratique. Dans le SFC, un petit mot, même s'il y a effectivement une inflammation qu'on constate également avec des sécrétions qui peuvent être durables et post-infectieuses notamment, on a des effets évidents des thérapies inflammatoires dans les quelques études qui sont disponibles. Donc, dans les maladies auto-immunes, effectivement, on note également, donc, dans différentes pathologies, la présence chez ces patients fatigués de diverses sécrétions de cytokines. Alors, c'est assez variable en fonction des maladies. On cite le TNF-alpha, les interleukines, etc. Euh, Il n'y a pas forcément de lien en fait entre la fatigue et les taux de cytokines, notamment dans l'étude de Hartkamp qui s'est intéressé à la maladie de Sjögren. Et puis, sur les premiers essais, on va dire, parce qu'on se dit, bah oui, fatigue, cytokine, c'est un peu logique. Il y a effectivement un système immunitaire qui travaille beaucoup. Peut-être un effet aussi, on verra, sur le métabolisme énergétique. Bah, a priori, pour l'instant, on avait assez peu de preuves que d'agir sur l'inflammation pouvait effectivement améliorer la fatigue. D'ailleurs, on constate assez souvent que chez nos patients, notamment lupiques, qu'on va mettre en rémission sur plan articulaire, ils vont garder une fatigue importante, pour certains d'entre eux en tout cas, et qui reste un peu mystérieuse. Alors, sur le plan métabolique, donc il y a aussi des pistes, hein, et donc je parlais tout à l'heure du métabolisme énergétique, donc de la mitochondrie. Il y a effectivement dans la fatigue, certaines études ont pu montrer un déficit mitochondrial qui pourrait être également corrélé à l'action de certaines cytokines, notamment l'IL-1 bêta et le TNF-alpha. La mitochondrie aurait également une tendance à l'apoptose. Et puis, on incrimine également les espèces réactives de l'oxygène. Donc effectivement, un lien qui serait, on va dire, direct hein, avec l'inflammation et le fonctionnement mitochondrial. Après, il y a des études voilà, qui notent alors, dans des modèles animaux, finalement, un état hypométabolique, c'est-à-dire un peu d'hibernation, qui pourrait s'apparenter à cette fatigue chronique aussi. Intéressant également, on s'est intéressé à la fonction mitochondriale des cellules immunitaires. Et là, finalement, on s'aperçoit qu'il peut y avoir effectivement un déficit mitochondrial des TCD8 chez les patients fatigués. Alors, est-ce que ça a une implication? C'est vrai qu'on a tendance à dire que la fatigue facilite peut-être les infections virales, etc. Bon, ça reste à démontrer, mais il pourrait y avoir aussi un hypofonctionnement énergétique des cellules immunitaires dans la fatigue. Et puis une fois qu'on a dit tout ça, en fait, on s'aperçoit que les études sont extrêmement hétérogènes. Chacun fait un petit peu son coup de microscope sur tel ou tel organite ou telle cytokine. Et puis on a du mal en fait à déterminer quels paramètres métaboliques pourraient effectivement être intéressants dans ces choses-là. Alors s'il y a une chose qui sort, c'est quand même les lactates. Puisque les lactates, vous savez, c'est en fait un reflet du fonctionnement mitochondrial. Dans les maladies mitochondriales, on a une hyperlactacidémie hein, qui peut être importante, et notamment à l'effort ou postprandial. Et donc, ça a été l'objet j'aurai l'occasion de présenter deux études du service sur ce sujet, où on avait il y a quelques années un praticien qui s'intéressait beaucoup au syndrome de fatigue chronique. Et on s'est intéressé effectivement au taux de lactate en se disant, bah oui, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement mitochondrial vraiment avéré dans cette pathologie? Et donc, on avait étudié à peu près 120 personnes qui étaient suivies dans le service, qui avaient un CFC depuis au moins 72 mois, donc pour le coup des patients qui étaient dans le symptôme de façon très ancienne. Et effectivement, on voyait que ces patients avaient un taux de lactate plus élevé hein, que les témoins, et qu'en fait, surtout, ces patients, dans le SFC, on définit ce qu'on appelle le malaise post-effort, c'est-à-dire que c'est des patients qui vont présenter des phénomènes d'épuisement, par exemple le lendemain d'un effort physique ou même cognitif, hein. Alors ça reste une notion un peu discutée, mais globalement, c'est des patients qui faisaient des malaises post-effort. Et les patients qui faisaient des malaises post-effort les plus importants, en fait, ils avaient des lactates les plus élevés.
Donc voilà, on pouvait se dire il y a une corrélation peut-être avec un dysfonctionnement mitochondrial chez ces patients et ça génère effectivement une symptomatologie d'épuisement encore plus importante. Alors on verra que finalement il y a peut-être un biais hein, dans cette interprétation puisque on sait que le phénomène des enfants, le patient sédentaire notamment, qui sa fonction cardiaque et musculaire, il va aussi avoir une hyperlactacidémie. Donc finalement, est-ce qu'on ne démasque pas tout simplement chez ces patients des patients sédentaires? Donc une deuxième étude qui s'était intéressée là pour le coup à la maladie de Sjögren avec une étude métabolomique qui était ciblée sur les glandes salivaires, sur les biopsies de glandes salivaires accessoires, qu'avait mené par Fruit Urbanski dans le service. C'était des patients qui avaient sans manque, hein, donc c'était vraiment la prise en charge initiale. Ils avaient tous des ESA et puis ensuite on faisait deux groupes, les patients qui avaient un certain nombre de jeux de critères assez relars et puis des patients contrôle qui avaient donc un syndrome sec et pas de PSA et pas de VGSA de positive. Donc vraiment des patients où il n'y avait pas le sentiment qu'il y avait une composante immunologique. Et donc, pour aller assez vite sur cette étude, on avait deux principaux résultats. Le premier, modification du profil des phospholipides dans les glandes salivaires, donc avec certains phospholipides abaissés, mais ce qui nous a plus intéressé aussi, c'était en fait une kynurénine augmentée dans ces glandes salivaires. Et donc après, on a un petit peu creusé. Alors vous savez, la métabolomique, on lance, on dose à peu près, c'était 166 métaboliques, donc c'est vraiment une méthode de débrouillage. On n'a pas de preuves, mais en fait, on percevait que ce modèle métabolique, il était influencé effectivement par la présence de la maladie. Et puis, en creusant un petit peu cette kynurénine, on a vu qu'il y avait des liens avec la dépression, avec la fatigue. Et est-ce que ça pouvait pas être le chaînon manquant finalement entre la fatigue et le versant immunologique? Alors, effectivement, un petit rappel, hein, la kynurénine, c'est une molécule qui fait partie du métabolisme du tryptophane. Et le tryptophane, c'est un acide aminé hein, qui est important pour synthétiser notamment la sérotonine. Et en fait, il a deux, ce tryptophane. Il peut aller dans le métabolisme de la sérotonine, et donc là, on parlait effectivement de santé peut-être psychique, hein, de prévention de la dépression. Et puis, sous l'influence d'une enzyme qu'on appelle l'IDO, ce tryptophane peut s'orienter vers le métabolisme de la kinine. Là, c'est une molécule en fait, la voie de la kynurénine, c'est une voie qui est une inflammation et donc avec notamment la synthèse d'acide quinolénique et avec effectivement des domaines d'excitotoxicité avec finalement donc cette voie, la kynurénine, elle a beaucoup été étudiée dans la dépression par exemple, avec donc l'excitotoxicité, c'est le fait d'avoir des neurones qui vont, notamment les neurones GABA, qui vont hyper fonctionner et un peu s'épuiser, un épuisement de la transmission synaptique GABAergique. Et donc voilà des symptômes, ça pourra être corrélé on va voir avec des symptômes à type de fatigue ou de dépression. Et intéressant, c'est que cette idéo est très influencée par les sécrétions de cytokines, notamment les interférons, donc alpha, gamma et certaines interleukines. Et donc, effectivement, on pourrait se dire, bah, voilà, inflammation, donc orientation, enfin, stimulation de l'activité de l'enzyme IDO, et puis orientation du tryptophane vers un métabolisme qui serait neuro-inflammatoire au détriment de la sécrétion de la sérotonine. Donc, c'est un modèle qui est en fait très intéressant qui a été donc développé, donc là c'est une revue de Danzer en 2014, dans pas mal de troubles en fait, hein, vous voyez cette panique qui est à ce niveau-là, et finalement on s'aperçoit que un stimulus qui peut être immunologique finalement, une maladie auto-immune en bas, donc dans le rectangle rouge là, une infection microbienne, une maladie auto-immune, un cancer, voire une immunothérapie. Et puis on parle aussi éventuellement de l'âge hein, ou d'un stress psychologique, et ben, va entraîner une augmentation des taux de kynurénine, donc au détriment de la sérotonine par exemple, et puis va entraîner donc différentes modifications, notamment au niveau de la microglie, qui ont été assez bien étudiées chez l'animal, une inflation
avec là pour le coup l'action de cytokines intracérébrales, hein. Tout à l'heure, on parlait des cytokines systémiques. Et puis, donc une neurotoxicité, une inhibition de la neurotransmission, du stress oxydatif au niveau des cellules gliales et un changement de comportement. Donc ça a été étudié dans des modèles animaux avec des animaux qui avaient un comportement qui s'apparentait. Alors, c'est toujours pareil, c'est compliqué de faire des rapprochements complets avec l'humain, mais globalement, avec des comportements qui s'apparentaient à de la dépression, de la fatigue, et puis ce fameux sickness syndrome, c'est-à-dire la fatigue post-virale finalement, hein. Et donc, on a une voie métabolique qui pourrait faire ce lien entre l'inflammation et l'inflammation systémique, la neuroinflammation et ensuite des symptômes à type de fatigue ou de dépression. Voilà, c'est une piste qui est super intéressante. Pour l'instant, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin dans le service parce que ça nécessite on va dire de- du labo quand même assez particulier. Mais cette voie de la kynurénine, elle a déjà été étudiée dans les maladies auto-immunes. Donc, je vais citer notamment le lupus, avec une corrélation dans plusieurs études entre en fait le ratio kynurénine sur tryptophane, en faveur de la kynurénine, quoi, hein, et qui pourrait effectivement être corrélé à l'activité de la maladie lupique et aussi donc à cette baisse de sérotonine avec l'idée que ça pourrait favoriser les symptômes dépressifs. L'étude d'Akeson voilà, corrélait aussi ce ratio avec la fatigue importante. Et puis Anderson corrélait aussi ce ratio avec des troubles neurocognitifs. Donc voilà, il y a des pistes quand même assez importantes. On ne parle pas de neurolupus, là on parle vraiment de la fatigue et des troubles comportementaux, on va dire, du quotidien de nos patients. Et dans le syndrome de Sjögren, même chose, hein, avec un petit peu moins d'études, on en est un petit peu moins loin, mais effectivement, il y aurait, il y a dans certaines études un lien, une corrélation entre le ratio kynurénine sur tryptophane avec les paramètres inflammatoires, les anticorps antinoyaux, l'infiltration adipeuse dans les glandes salivaires, et puis également dans des études plus récentes qui sont turques, là, donc en violet, des études qui effectivement montrent que dans le Sjögren, il y a bien une corrélation, enfin des anomalies en fait du ratio kynurénine sur tryptophane dans le sérum des patients avec maladie de Sjögren. Donc voilà, c'est une piste intéressante qui bon, nécessiterait des collaborations, je pense après neuropsychologues, immunologistes, internistes, etc., mais qui sont sûrement intéressantes à poursuivre. Et donc, sur la fatigue, oui, chez l'animal, effectivement, on a bien fait une relation entre, il y a même eu un modèle d'injection de kynurénine au niveau péritonéal avec des changements de comportement, hein. Donc, on est bien sur des injections péritonéales et des changements de comportement de la souris avec des troubles amnésiques, une impulsivité, des troubles neurocognitifs. Donc, voilà, il y a une piste qui est quand même assez intéressante. Et puis, un petit mot aussi encore à nouveau sur le SFC, le syndrome de fatigue chronique, on a effectivement des anomalies de ce ratio kynurénine sur tryptophane chez les patients SFC par rapport au contrôle sain. Alors, cette étude, en fait, hein, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens qui ont réfléchi à cette histoire. Donc là, en bref, un tableau que j'ai sorti d'une étude d'auto-immunité de Hang en 24, mais en 2024, qui montre qu'effectivement, ce ratio de kynurénine sur tryptophane pourrait être impliqué dans beaucoup de choses, hein, notamment dans la physiopathologie de la maladie, comme on a dit, le comportement, on va dire, des patients du PIC, mais également, ça a été étudié dans la néphrite lupique, ou même dans l'atteinte articulaire du lupus. Voilà, donc j'en vois une sorte de ballon d'essai sur ce thème. Alors bon, ça c'est assez théorique. Vous voyez que la physiopathologie de la fatigue, il y a des pistes qui sont immunologiques et notamment également métaboliques. Alors sans parler bien sûr des pistes plus psychologiques, bien sûr, hein. On n'en sait encore pas grand-chose, ce qui peut expliquer pourquoi on est un petit peu en difficulté pour traiter nos patients avec fatigue. Donc sur la fatigue, ça paraît logique, avec tout ce que je vous ai dit sur la kynurénine, de donner des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, donc pour essayer d'augmenter les taux de sérotonine. Sur la fatigue, ça n'a pas l'air de marcher très bien. Ça a été utilisé notamment.
Donc oui, donc ce que je disais, hein, c'est que par rapport à la piste de la sérotonine dans la fatigue, j'ai trouvé une étude dans la fatigue du cancer où les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ne semblaient pas efficaces sur la fatigue du cancer. Bien sûr, les corticoïdes, ça marche, hein, qui n'a pas eu le retour d'un patient avec une maladie de Sjögren qu'on a mis sous corticoïdes pour des douleurs articulaires et qui vous dit c'est miraculeux, docteur, maintenant je vais beaucoup mieux, mais bon, on sait le problématique à long terme de ce traitement. Et ça marche aussi d'ailleurs dans la fatigue du cancer, en tout cas à court terme. Et puis les biothérapies, alors il y a quand même quelques pistes, hein, notamment sur des études récentes que je ne vais pas développer ici, mais il semble que dans l'étude donc du ianalumab dans le syndrome de Sjögren, on ait eu comme critère secondaire, hein, au sein de nombreux critères secondaires, une amélioration relative de la fatigue. Et la même chose dans les études sur le belimumab, dans le lupus. Alors la problématique, c'est que sur des études qui ne sont pas ciblées là-dessus, on va avoir des paramètres qui vont s'améliorer, mais pas forcément de pertinence clinique. Donc il faut un peu se méfier de ça, mais il est possible, il n'est pas impossible en tout cas qu'il y ait quand même un effet plus important avec ces thérapies plus ciblées et plus récentes. Et puis, à noter aussi, hein, une étude, finalement une des seules études qui a l'air d'être efficace avec la neurostimulation du nerf vague au niveau auriculaire, donc, qui montre sur une petite étude pilote, hein, une amélioration de la fatigue dans les maladies auto-immunes. Alors, je ne sais plus exactement laquelle maladie. Donc, c'est simple à mettre en place, ça demande à être confirmé. C'est vrai que nous, on pas dans la stimulation du nerf vague, dans nos maladies, on n'a pas beaucoup travaillé, mais il y a des choses qui sont intéressantes dans d'autres maladies inflammatoires qu'on pourrait peut-être utiliser. Alors, je vais finir mon topo sur l'exercice physique parce que c'est un petit peu nous l'orientation qu'on souhaite prendre dans le service par rapport aux symptômes de fatigue. Donc, sur les maladies auto-immunes et l'exercice physique, alors tout d'abord, les études montrent que, donc c'était une étude de 2017 qui montrait que nos patients, notamment en lupus Sjögren, étaient finalement aussi sédentaires que des patients de type diabète de type 2, obésité. Alors là, en fait, cette courbe, elle montre la courbe la ligne pointillée au-dessus, c'est finalement l'objectif d'activité physique qu'on pourrait avoir pour ces patients. Et vous voyez que les cas de pathologie en question, qui sont soit des pathologies fréquentes, soit le lupus et les Sjögren, nos patients sont bien en deçà de ces objectifs, et le lupus en particulier. Alors, il y a plein d'explications possibles, hein, sur les douleurs, etc. Mais en tout cas, on a du travail à faire là-dessus. Nos patients ne bougent pas beaucoup. Euh, et dans ce papier, en fait, on essayait de voir un petit peu les bénéfices qu'on aurait enfin, du moins les inconvénients de cette sédentarité. Dans le diabète et les maladies cardiovasculaires, on sait que ça peut altérer, enfin, bien sûr, altérer les symptômes, hein, la qualité de vie. On sait que ça peut altérer la mortalité, enfin, augmenter la mortalité d'être sédentaire quand on a un diabète ou une maladie cardiovasculaire. Et puis, ça peut aussi perturber, aggraver, on va dire, l'évolution de la maladie. Dans les maladies auto-immunes, est-ce qu'on peut appliquer ce même système? On ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que ça aggrave les symptômes d'être sédentaire, hein. Ça, c'est le phénomène assez bien chez maintenant de majoration des douleurs et d'ailleurs de la fatigue aussi chez les patients sédentaires. Euh, Ça, bien sûr, probablement altère la qualité de vie. Ce qui est un petit peu moins clair, c'est est-ce que ça va perturber l'évolution de la maladie? Est-ce que la sédentarité pourrait aggraver l'évolution des maladies auto-immunes? Et est-ce que ça pourrait augmenter la mortalité? Alors, une partie de la réponse est oui, probablement, puisque la sédentarité augmente la mortalité dans la population générale. Mais est-ce que ça s'applique en particulier, ou est-ce que ce serait encore plus pire comme phénomène dans les maladies auto-immunes? Ça, on ne sait pas. Alors, donc, toujours le lien avec l'inflammation, finalement, hein, il y a des belles études qui montrent que l'exercice physique a des effets pléiotropes sur le système immunitaire, avec en fait une meilleure régulation du système immunitaire, une sécrétion de cytokines plutôt régulatrices, une diminution de l'activité des TLR qui sont impliqués dans beaucoup de maladies auto-immunes. Donc finalement, euh, l'exercice diminuerait l'inflammation et augmenterait la régulation
de système immunologique. Donc, bah, nous, ça nous irait bien un petit peu dans nos maladies auto-immunes où ces deux paramètres, en fait, ils sont dans le rouge. Alors, donc par rapport à la polyarthrite rhumatoïde, souvent les rhumatologues ont un petit peu d'avance sur les internistes, mais euh, on sait quand même sur plusieurs études que le patient sportif avant la maladie va avoir une polyarthrite moins sévère, hein. Donc finalement, quand on arrive sédentaire au diagnostic d'une PR, eh ben, on va avoir plus de symptômes. Que l'exercice physique permet de maintenir une meilleure fonction musculaire, ça paraît évident, mais effectivement, la fonction musculaire, c'est aussi probablement moins de douleur et moins de fatigue, et puis surtout une qualité de vie qui va être meilleure. En tout cas, l'APR n'empêche pas une amélioration de la fonction musculaire dans l'APR, enfin, par l'exercice physique. Et puis, l'exercice physique diminue les douleurs, et ça, c'est un phénomène un peu universel, hein, y compris chez les patients fibromyalgiques. L'exercice physique aurait aussi une activité positive sur l'activité de la polyarthrite. Donc, c'est quand même des éléments intéressants. Est-ce que finalement, on n'arriverait pas aussi à améliorer le contrôle de la polyarthrite avec l'exercice physique? Sur le plan de la sclérose en plaques, c'est un peu la même chose. Alors, c'est intéressant parce que j'en ai parlé, mais la fatigue dans la SEP, c'est vraiment un phénomène très important qui n'est pas que lié au poussé. Et l'exercice physique va améliorer la fatigue, la dépression, les fonctions cognitives également. Alors ça, c'est aussi une démonstration un peu dans la population générale, hein. Ça prévient la démence, ça améliore la mémoire, etc., d'avoir de l'exercice physique. Mais dans la SEP, c'est vrai également. Ça préserve bien sûr une meilleure fonction musculaire et des capacités de marche. Ça, c'est un peu logique. Et puis, globalement, les études vont dans le sens d'une meilleure qualité de vie dans la SEP quand on met en place un problème d'exercice physique. Et un élément qui n'est pas anodin, c'est aussi que ça n'aggrave pas. Alors, dans la SEP, c'était pas forcément une question cruciale, mais globalement, l'exercice physique ne va pas aggraver, ne va pas entraîner de complications chez le patient ayant une SEP. Alors sur le lupus systémique, qu'est-ce qu'on a comme étude finalement concernant l'exercice physique? Alors sur l'activité de la maladie pour l'instant, donc ça euh, c'est l'étude de Audière donc en 2017. Euh, En fait, on n'a pas d'éléments pour l'instant qui nous fassent penser que l'exercice physique va diminuer l'activité de la maladie. C'est un peu décevant. Alors il y a des études, les plus petites études vont quand même dans un sens positif, mais là, c'était une revue en fait, hein, et l'étude la plus grosse n'est pas en faveur. En revanche, sur la fatigue, c'est assez clair. Quand on fait effectivement, quand on collige les patients de deux études précédentes, qui étaient d'ailleurs toutes dans le même sens, on a effectivement un effet significatif de l'exercice sur la fatigue du lupus par rapport au contrôle. Euh, pour la capacité aérobie, c'est pareil, on va l'améliorer. Donc ça, c'est un effet qu'on va dire pas très spécifique, hein. On imagine que chez tout le monde, toute personne qui fait de l'exercice physique, il va améliorer ses capacités aérobie. Mais bah, c'est quand même un facteur aussi de mortalité, hein. La capacité aérobie, c'est aussi la capacité à faire les efforts de la vie quotidienne, pas avoir de douleur ou de fatigue après les efforts. Et donc ça a l'air d'être assez clair. En tout cas, c'est possible d'améliorer la capacité aérobie et c'est probablement très positif sur l'avenir des patients. Alors, quelle modalité d'exercice dans le lupus, hein, alors finalement, les programmes sont toujours un peu les mêmes, donc je pense qu'on c'est un peu logique qu'on trouve ces choses-là. Donc c'est plutôt des exercices aérobies, hein, plutôt qu'anaérobies. Donc ça, c'est l'étude du dessus. Sur la durée, en fait, c'est plutôt des séances pluri-hebdomadaires. Donc le modèle typique, c'est trois séances de 1 heure à 1 heure et demie par semaine, hein. Vous savez que c'est aussi la recommandation dans la population générale d'avoir au moins cette durée d'exercice physique dans la semaine. Et ça, cette durée va être, enfin, ce protocole va être meilleur que d'autres protocoles moins fréquents ou plus courts. Et puis un troisième élément, c'est que les programmes d'exercice supervisés sont plus efficaces. Alors, donc en gros, c'est soit vous dites à vos patients, vous faites tant d'exercices physiques de telle façon, mais vous les laissez faire de leur côté, soit vous les intégrez dans un groupe, par exemple, avec un APA, hein, et un éducateur en activité physique adaptée. Et là, bah, on voit que l'APA, c'est supérieur, hein,
au fait de faire un programme qui serait pas supervisé par un expert ou un spécialiste. Donc ça nous encourage vraiment à mettre en place ces activités dans nos services. Alors dans la myosite, c'est intéressant parce que moi, quand j'étais interne, on me disait oh là là, avant 3 4 mois, faut pas les faire bouger ces gens-là, ils vont augmenter leur CPK, c'est très grave. En fait, on s'est aperçu que on était en mesure d'améliorer. C'est une étude sur la aérobie de la capacité aérobie des patients. Finalement, on est capable d'augmenter leur capacité aérobie par l'exercice physique, donc par des programmes qui sont à peu près similaires à ce que je vous ai présenté dans le Lupus, et que c'est pas dangereux, hein. Et donc ça, c'est très important parce que l'une des limites, je pense, de l'amélioration de nos patients avec myosine, c'est bon, les corticoïdes déjà, parce que c'est vrai que c'est pas sur la fonction musculaire à court terme, c'est pas très bon, mais également le fait que c'est des patients qui arrivent à la maladie très sédentaire, hein, qui ont souvent réduit énormément leur activité physique, et chez qui on hésite parfois à les remettre un petit peu à l'effort. Mais en tout cas, bien accompagné avec un APA formé à cette pathologie, ça reste une possibilité à étudier. Alors, quid de les recommandations? Alors, l'exercice physique, dans les recommandations, n'est pas toujours présent de façon très claire, hein. J'ai un peu creusé. Donc, le LAR dit qu'effectivement, dans le lupus, l'exercice physique doit être considéré pour les patients qui ont un lupus. Donc, c'est une petite ligne, il faut bien la chercher. Dans la maladie de Sjögren, c'est pareil, on a effectivement une recommandation. Donc, ça, c'est les recommandations de la Fondation Sjögren sur l'exercice physique pour réduire la fatigue. Donc là, ils décrivent un petit peu l'intérêt qu'on peut avoir euh, à, à mettre en place des programmes d'exercice physique. Ça, c'est donc pareil sur le Sjögren dans la société britannique de rhumatologie qui va un petit peu plus loin, qui dit que l'exercice est sûr et sûrement bénéfique pour les patients avec un Sjögren et une fatigue, donc avec un taux on va dire, de consensus qui est assez élevé. Donc ça devient maintenant quelque chose d'assez important et d'assez clair quand même. Voilà, donc je vous passe la brochure de la FAI2R et de CRI Immediate sur effectivement comment implémenter des programmes d'activité physique adaptée dans nos services. Donc ça, c'est effectivement, je pense, une priorité pour nos services. Alors, il y a quand même des freins, et j'avais trouvé cette étude du CHU de Strasbourg qui était assez intéressante sur des patients qui avaient une sclérodermie systémique qui bah, effectivement étaient fatigués, hein, et avaient éventuellement une sédentarité importante. Alors, ils déclaraient quand même une activité physique qui n'était pas si mauvaise, hein, puisque dans 3 quarts des cas, on parlait d'activités de type d'endurance, donc dans les tâches de la vie quotidienne, bien sûr, même du renforcement musculaire, des exercices de souplesse. Mais par contre, les freins à l'APA, donc à des programmes d'exercice physique, c'était les douleurs. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique chez la plupart de nos patients, c'est qu'ils ont des douleurs, soit articulaires, soit musculaires, soit des douleurs spécifiques. Et c'est vraiment un frein pour reprendre. La fatigue, et ben là, c'est peut-être un argument à leur apporter, c'est que finalement, ça va peut-être les améliorer. Et le syndrome de Raynaud dans la sclérodermie, et c'est vrai que bah, du sport en hiver, ça peut être compliqué, hein. J'ai pas beaucoup de patients sclérodermiques qui vont au ski, hein, personnellement. Et donc, effectivement, les faire sortir l'hiver, c'est pas toujours facile. Et donc, les motivations qu'ils avaient spontanément, c'était rester en forme, les bienfaits psychologiques. Par contre, soulager les douleurs et la fatigue, ils étaient peu convaincus. Et pour autant, on a l'impression qu'on commence à avoir des données assez intéressantes sur ce point-là, avec une amélioration de la fatigue et des douleurs avec l'exercice physique. Donc, mais clairement, les gens ont besoin d'être accompagnés. Voilà, donc pour conclure, hein, la fatigue, ça vous a pas échappé, c'est quelque chose d'important chez nos patients. Euh, il y a plein de types de fatigue, hein, j'ai pas le topo me permettait pas de parler de tout ça. La physiopathologie reste quand même assez mal comprise, mais on sent qu'on a des voies sur le plan, des voies d'action un petit peu sur le côté métabolique et peut-être enfin surtout inflammatoire chez nos patients. Pour l'instant, les traitements immunologiques sont un peu décevants, mais on manque aussi d'études vraiment ciblées là-dessus. Il y a des critères de fatigue qui sont relativement consensuels maintenant et qui permettent de faire ce type d'études. En tout cas, la fatigue est une cause d'insatisfaction importante des patients, hein, et effectivement, combien de patients ont été améliorés sur des douleurs et finalement vous disent le traitement marche pas parce que je reste vraiment très fatigué. Alors en plus, qui dit fatigue dit douleur aussi un petit peu non spécifiques qui sont parfois difficiles à analyser, notamment dans le lupus.
Et donc voilà, donc pour l'instant, les médicaments, bah, ça tarde à venir. Euh, il faut la reconnaître et la mesurer. La reconnaître, ça veut dire bah, voilà, entendre les patients qui nous disent qu'ils sont fatigués. La mesurer, peut-être mieux dans notre pratique quotidienne également. Et puis, bah, l'exercice physique, pour l'instant, c'est peut-être la meilleure action qu'on puisse faire pour aider nos patients fatigués. Voilà.